Bonjour, bienvenue dans la masterclass Microco. Abdellah Kadjimi, je suis directeur business development chez Value Conseil. Moi, c'est Yamina Cherchou, je suis expert comptable chez Value Conseil aussi. Nous avons souhaité commencer ce masterclass avec une citation de l'écrivain français Jules Renard qui disait « Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons. Il ne suffit pas d'avoir une idée pour pouvoir la concrétiser. Il faut parfois une centaine d'idées pour dénicher la bonne idée et au bon moment. » Effectivement, la bonne idée ne germe jamais dès la première intention ou dès la première idée. Il faudra ajuster votre projet, votre idée, l'ajuster, l'adapter, l'affiner. Vous avez un peu de temps. Quand vous aurez la première idée, vous avez besoin de le faire évoluer pendant quelques semaines, quelques mois, avant de concrétiser votre projet. Donc, il faudra en profiter pour faire les derniers ajustements et les bons ajustements et s'adapter au marché que vous allez affiner, à apprendre à connaître par la suite. Alors, le premier point qu'on va voir dans ce masterclass, c'est l'évaluation de l'idée du projet. Alors, il est très important de se focaliser sur la valeur ajoutée du projet. Quelle est la pertinence de ce projet? Pour moi, il y a deux questions principales à se poser. La première est comment identifier le besoin du client? Comment se distinguer des concurrents ou comment se différencier des concurrents. Si on met en place un produit, un service sur le marché qui n'est pas très différent de nos concurrents, ça va être un peu plus compliqué car le concurrent, il est déjà sur place, il a déjà une expérience client. Nous vous conseillons de mettre en œuvre ces trois ingrédients pour favoriser votre réussite: rentabilité, durabilité, projection. Rentabilité parce que chaque projet, s'il n'est pas rentable à moyen court terme, il est voué à l'échec. Parce que vous pouvez tenir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, mais à un moment, la réalité, il faudra l'affronter. Durabilité, c'est important d'être sur un projet, sur un secteur porteur et pas soumis à des changements brutaux, que ce soit technologiques ou environnementaux ou réglementaires. Au contraire, il faut être sur un secteur porteur, comme par exemple l'intelligence artificielle actuellement. Donc les premiers arrivés auront une part plus importante dans leur développement plus tard. Et puis la projection. Donc c'est important d'avoir une vision, se projeter sur du long terme et anticiper. Un chef d'entreprise, il a vocation à avoir la tête un peu dans le guidon, mais c'est important de faire des pauses, de se projeter sur du long terme et anticiper les changements et les évolutions qu'il pourrait y avoir plus tard. Quand on sait que le nombre de créations d'entreprises s'élève approximativement à un peu moins d'1 million ou un peu plus, ça dépend des années, et dont une partie ne dépasseront certainement pas les trois années après la création. C'est important de se différencier, de savoir se positionner et franchir ce palier des 3 à 5 ans qui sont extrêmement importantes. Mais pas de réussite possible sans une clientèle et un potentiel de clients à aller chercher. On peut distinguer deux types d'activités. Il y a l'activité physique et l'activité en ligne. Si on prend un titre d'exemple, une boutique qui va s'ouvrir à Paris, dans le 13e arrondissement, c'est très important de tenir compte des comportements géographiques et démographiques. Quelle est la nature des clients qui existent dans cet arrondissement? À partir de là, on peut adapter notre produit ou notre service. Il y a une autre activité, c'est l'activité numérique ou l'activité en ligne. Dans ce cas-là, les comportements géographiques sont à éliminer puisque aujourd'hui, avec l'ère du numérique, on peut tenir compte d'autres critères comme les critères comportementaux, c'est-à-dire s'y adapter au comportement de l'acheteur ou du consommateur sur Internet. Le client reste au cœur de votre business et de votre activité, de votre développement. Donc, c'est important d'essayer de le connaître du mieux possible, de cibler un peu votre marché et votre potentiel. Donc, il faut identifier les clients potentiels, les prospects. Donc, est-ce que vous parlez à toute la population? Est-ce que ça concerne les particuliers, les professionnels? Est-ce que c'est des particuliers qui ont entre 20 ans et 30 ans? Ou au contraire, est-ce qu'on parle plutôt aux personnes âgées qui sont dans notre rue, qui ont un âge avancé au-delà de 70 ans, ce qui réduit sensiblement de votre potentiel de développement? Une fois qu'on a ciblé notre clientèle et le potentiel du marché, il faudrait voir leur capacité d'achat. Est-ce qu'ils ont les moyens d'acheter notre produit? Si on cible une classe d'étudiants qui démarrent dans leur vie professionnelle avec un pouvoir d'achat très limité, c'est très compliqué de leur vendre des produits très chers. Donc, si c'est le cas, il y a une contradiction, il faudra cibler, repositionner un peu le produit. Après, il faudrait aussi voir le panier moyen potentiel de nos clients. Parce que c'est important, si on fait que des one-shot, il faudra renouveler la clientèle régulièrement et c'est très compliqué. Donc, dans l'idéal, c'est d'avoir un panier diversifié, de pouvoir vendre plusieurs produits et dans l'idéal, de renouveler, que les clients repassent des commandes ou font appel à nous régulièrement
avec un abonnement ou d'autres produits complémentaires. On arrive au business plan, c'est la structure. On peut l'articuler autour de 3 projets. La première partie, c'est la présentation du projet, la présentation du marché, de la stratégie, le projet, c'est-à-dire définir notre projet, le marché, c'est-à-dire les clients et la stratégie. La stratégie qu'on souhaite mettre en place sur un court, un moyen et un long terme. La deuxième partie, c'est la présentation du porteur du projet, la présentation de son équipe et de la structure. Le porteur de projet, c'est-à-dire le créateur de projet qu'on souhaite mettre en place, les ressources humaines qui vont l'accompagner dans ce projet et enfin la structure, c'est-à-dire l'entreprise qui va porter ce projet. Et on arrive à la troisième partie du business plan, c'est les prévisions financières. Établir un bilan prévisionnel sur les 3 années à venir afin de bien étudier le projet et notre chiffre d'affaires sur les 3 années à venir. Prévision financière, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui est capital et central pour votre entreprise et pour votre business. Donc pour faire un bon business plan, on commence toujours par le chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qu'on va vendre, à combien, le nombre de clients qu'on va toucher, le nombre de ventes. Donc il faut toujours raisonner à court terme et extrapoler. Donc c'est important de se dire combien de chiffre d'affaires on va faire dans la journée, dans la semaine, et puis extrapoler sur 52 semaines, et puis sur 2 ans, 3 ans pour avoir de la perspective. Une fois qu'on a défini vous avez défini votre chiffre d'affaires, il faut voir les charges variables qui vont amputer votre chiffre d'affaires et votre marge, ce qui constitue votre marge brute, ce qui va vous permettre aussi après de couvrir vos charges fixes, votre seuil de rentabilité. Donc, en dessous de ce seuil, vous serez malheureusement en perte et le projet ne sera pas viable. Donc, il peut être viable quelques semaines, quelques mois, mais après, vous serez confronté à la réalité. Donc, une fois que vous avez défini vos charges variables, il faut voir vos charges fixes, que ce soit les loyers, les charges salariales, les charges sociales, les frais fixes, etc., qui ne varient pas en fonction de votre activité. Donc, même sans chiffre d'affaires, vous serez amené à débourser ces dépenses-là. Donc, c'est important de les anticiper. Donc, ça va vous servir à calculer votre seuil de rentabilité et d'anticiper les éventuelles difficultés et problèmes le plus tôt possible. Mais pour fonctionner, se développer, il faudra veiller à financer correctement votre activité. Il est important de sécuriser le financement en anticipant les écarts de trésorerie. Comme vous savez, à la création de l'entreprise, il y a toujours des dépenses au départ. Le loyer, le salaire, les charges sociales, les actions commerciales. D'où l'importance de gérer votre trésorerie dès le départ et d'avoir des financements nécessaires pour le lancement de votre projet. Donc, dans les financements qui sont possibles, en commençant toujours par le capital social ou les avances en compte courant si vous êtes en société. Quand vous démarrez votre projet, il faut être les premiers à croire dans votre projet. Donc, il faudra mettre un peu d'argent, que ce soit en apport en compte courant ou en capital social. La mise, elle est différente en fonction de vos besoins et de la nécessité pour votre développement. Donc, ça reste vos apports perso. Après, nous avons les aides qui peuvent exercer, que ce soit l'ACRE, le NACRE, etc. Donc, j'insiste juste sur un point parce que les aides sont très, très larges et très variées. Avec le Pôle emploi, si vous êtes au chômage, vous avez le droit aux indemnités d'allocation chômage. Vous avez le droit de débloquer vos droits sur 60% du reliquat qui peuvent être débloqués en 2 parties. À la création, la moitié. Au bout de 6 mois, ça vous permettra d'avoir un capital de départ et puis de vous lancer correctement dans votre développement. En plus de ça, il y a différentes aides, que ce soit la région. Donc, les différentes régions, ils ont des mécanismes d'aide à la création d'entreprises. Il faut se renseigner. Nous avons la chance d'avoir toutes ces informations à disposition sur Internet. C'est important d'aller les consulter, les visionner. Après aussi, il y a les aides, les crédits bancaires et les financements bancaires, même si c'est un peu difficile au moment de la création d'aller les chercher, mais c'est important d'essayer d'avoir des crédits et des financements bancaires, au moins pour le démarrage. Après, nous avons tout ce qui est leasing, si vous avez besoin d'acheter un véhicule, du matériel, etc. Ça vous permet un peu de lisser l'effort financier sur X mois. Après, nous avons la Love Money, donc que ce soit nos amis, la famille qui peuvent mettre un peu d'argent pour nous aider à nous lancer. Et puis, nous avons le crowdfunding, le financement participatif des plateformes qui existent sur Internet, des particuliers qui souhaitent investir avec vous et puis lancer votre activité. Et enfin, nous pouvons avoir les business angels pour les startups qui peuvent lever des fonds, etc. Mais c'est un marché qui est assez complexe et de niche, donc qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde.
En fonction des besoins et des objectifs de chacun aussi, c'est important d'envisager les formes juridiques pour votre entreprise aussi. On arrive à la deuxième partie. Une partie très importante aussi, c'est le choix du statut juridique, c'est-à-dire le statut juridique le plus adapté. Le premier statut le plus simple, c'est le statut des auto-entrepreneurs, car la création des formalités est très allégée avec un paiement simplifié des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. On arrive au deuxième statut, celui de l'entreprise individuelle. C'est l'entreprise en nom propre, c'est-à-dire que l'identité de l'entreprise est représentée par le dirigeant. Et on arrive à la troisième partie, ou le troisième statut, celui des sociétés. Ce sont des sociétés commerciales avec une responsabilité limitée, avec URL et SASU pour les associés uniques, SARL, SAS pour s'il y a plusieurs associés. On va voir qu'en quoi il y a une différence entre le statut d'auto-entrepreneur et celui d'entreprise individuelle, et entre entreprise individuelle et le statut des sociétés. On va même remarquer qu'en quoi il y a une différence d'organisation entre les sociétés, entre URL et SASU ou SARL ou SAS. Il y a une différence en matière d'organisation. Donc je me permets juste de revenir sur l'auto-entrepreneuriat qui est la forme la plus simple pour lancer son activité. Donc c'est l'entrepreneuriat a pris un essor formidable ces dernières années avec énormément de création d'entreprises, que ce soit les freelances, les auto-entrepreneurs. C'est un régime qui est relativement simple. Il y a plus de 3 millions d'inscrits, un peu moins de 3 millions d'inscrits auprès de l'URSSAF. Donc c'est dire à quel point ça a pris une importance capitale. Donc je rappelle rapidement les seuils, c'est 190 000 euros de chiffre d'affaires pour les ventes de marchandises, un peu moins, et un peu moins de 80 000 euros pour les prestataires de services. Donc les seuils sont assez conséquents, mais quand le développement de l'entreprise prend une ampleur encore plus importante, il faudrait envisager d'autres formes juridiques. Et si vous dépassez le seuil pendant 2 ans, il faudra envisager un autre régime juridique. Donc si je dois résumer un peu ce régime juridique et insister sur 3 avantages et 3 inconvénients, les 3 avantages, c'est que c'est un régime qui est très simple, gestion simplifiée, la création elle est très simple. Donc vous faites votre chiffre d'affaires, il y a une seule déclaration à faire auprès de l'URSSAF par mois ou par trimestre, vous payez vos cotisations sociales et c'est réglé. Vous n'avez pas de comptabilité, pas de gestion, etc. Sauf pour votre suivi évidemment personnel et pour structurer un peu votre activité. Le deuxième point, c'est la franchise de TVA. Qui peut aller jusqu'à 90 000 euros pour la vente de marchandises et 37 000 euros pour la prestation de services. C'est un point qui est non négligeable, surtout si votre clientèle reste les particuliers. Parce que si vous vendez à 120 euros, les 120 euros restent dans votre poche. Alors que si vous étiez soumis à la TVA, si vous vendez 120 euros, vous avez 20 euros pour l'État et 100 euros pour vous. Donc ça change un petit peu la donne. Après, si c'est des professionnels, ça ne change pas grand-chose parce qu'ils récupèrent la TVA. Et le troisième point, les charges sociales et fiscales restent très faibles. Ce qui coûte le moins cher pour le chef d'entreprise, je crois que le seuil, il est un peu moins de 13% pour la vente de marchandises et 23% pour les prestataires de services. Mais malheureusement, forcément, il y a des inconvénients aussi qui vont avec. Le premier inconvénient, c'est que le développement est limité. Vous ne pouvez pas vous associer, vous devez être tout seul. Et les seuils sont relativement bas. Donc, à un moment, il faudrait, si vous souhaitez pérenniser votre activité, vous développer, il faudra opter pour un autre régime. Impossibilité de déduire vos charges fixes. Donc, si vous êtes des prestataires de services, pas trop de charges fixes, c'est un régime idéal. Si vous êtes dans la vente de marchandises avec du loyer, des charges fixes, etc., vous risquez d'être un peu pénalisé. Donc, ça peut être embêtant et pas forcément très rentable. Et le régime peut être peu rassurant pour les banques, pour les partenaires financiers, parce qu'ils peuvent se dire que c'est un régime d'appoint. Est-ce que mon partenaire sera là dans 3 mois, dans 6 mois? Donc, les questions peuvent être posées. Donc, ce n'est pas forcément un régime très rassurant. Donc, pour franchir un cap et se développer, il faudrait peut-être à un moment, pas à la création, mais un peu plus tard, opter pour un autre régime, que ce soit en entreprise individuelle ou en société. Entreprise individuelle, vous restez toujours tout seul, en nom propre, mais avec un régime réel simplifié. Vous n'êtes pas imposé sur le chiffre d'affaires, mais plutôt sur le résultat. Ça vous permettra de déduire vos charges, vos différentes charges sociales, charges fixes, etc. pour définir votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est on est tout seul. Après, il n'y a pas de séparation entre patrimoine privé et entreprise, même s'il y a une évolution dans ce sens-là. Et de l'autre côté, on a les régimes de société. Société de capital ou de personnes. Plus connu, on est sur les SARL ou les SAS, ou URL SASU si on est tout seul. Ça permet de distinguer un peu l'activité professionnelle du patrimoine privé. Donc, la principale différence, les 2 principales différences entre la SARL et la SAS, c'est le régime social du dirigeant. Donc, si on est en SARL ou URL,
majoritaire, on dépend du régime des indépendants. Les cotisations sociales peuvent être un peu moins importantes, mais avec une protection sociale un peu moindre. Et le deuxième point, si on est les dividendes, le régime social des dividendes. Donc si on est en SARL, les dividendes que vous allez vous verser en fin d'année, donc si jamais vous reste des résultats, vous voulez vous verser des dividendes, elles seront soumises à la cotisation sociale. Alors qu'en SAS, vous avez ce qu'on appelle la flat tax. Donc vous payez un forfait de 30% et c'est totalement net d'impôt après pour vous. On arrive au conseil. Alors, le premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de définir une offre claire, en accord avec vos valeurs et vos compétences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une contradiction ou un paradoxe entre vos valeurs et la philosophie de l'entreprise et le produit, le service que vous proposez pour vos clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne peut pas proposer un service ou un produit d'un produit qu'on ne maîtrise pas. Il faut avoir la compétence nécessaire et il ne faut pas que ce soit contradictoire avec vos valeurs. C'est le premier point. Deuxième point, il faut construire l'offre en fonction du besoin du client. Besoin du client, c'est-à-dire que voir quel est le réel besoin de votre client, de votre besoin. Et le dernier point qui est très important aussi, étudier la concurrence afin de construire une offre unique qui va se distinguer et se différencier de vos concurrents. Si nous devons retenir 5 bonnes pratiques, approfondissez la connaissance de votre client. C'est central, c'est structurant, c'est une partie prenante extrêmement importante de votre business. Donc essayez de savoir ce qu'il recherche, ce qui l'intéresse, à quel prix il veut l'acheter. Donc travaillez votre client. Donc il faut absolument le maîtriser du mieux possible. Après, il faut penser sur du sur-mesure. Donc, même si vous faites un produit standard, classique, etc., il faut l'habiller, il faut rendre l'expérience client unique, différente des autres. Qu'est-ce qui fait qu'un client va venir chez vous, il ne va pas aller chez la concurrence, etc. Donc, c'est extrêmement important de travailler ce registre-là. Démontrer votre expertise. Donc, il faut la faire savoir. Un prospect qui arrive avant qu'il soit client, il est déjà prospect. Donc, il faut qu'il sache un peu ce qui vous différencie. Votre plus-value, il faut qu'il l'aperçoive tout de suite. Parce que vous faites un produit de meilleure qualité, parce qu'il est moins cher, parce que vous rendez le produit plus adapté à son besoin. C'est du spécifique, etc. C'est très, très, très important. Il faut travailler la forme et le fond. Donc, si vous pouvez avoir le meilleur produit possible, si la forme n'y est pas, vous n'allez pas susciter l'intérêt. Donc, c'est important d'avoir une expérience client très, très fine et très abouti. Et puis solliciter des retours clients. Donc pour améliorer vos produits, vos process, votre commercialisation, quoi de mieux que d'avoir les retours des premiers clients, ceux qui ont acheté chez vous, ce qui leur a plu ou à l'inverse, ce qu'il faudrait améliorer. Donc une fois l'offre définie, à quel prix il faudrait vendre ces produits-là. D'où l'importance de fixer des prix justes. Car si on arrive avec des prix qui sont très très bas, l'entreprise sera en perte. Si on fait des prix qui sont très très élevés, dans ce cas-là, on ne va pas arriver à vendre le produit ou le service. D'où l'importance d'avoir des prix justes. Dans ce cas-là, on se pose la question, comment définir le bon prix? Donc la première des choses, c'est important de connaître le coût de revient. Combien ça vous revient de produire tel produit, ce service, à quel prix vous pouvez le vendre. Donc si vous ne savez pas combien ça vous coûte, vous ne saurez pas à quel prix vous pouvez le vendre. Donc une fois que vous avez défini le coût de revient, il faut voir aussi, ça va vous permettre de dégager votre marge commerciale, marge brute, ce qui va vous permettre derrière de supporter, de couvrir votre charge fixe. Donc ça vous permettra d'estimer votre seuil de rentabilité, ainsi couvrir vos différentes charges fixes et puis pouvoir vous rémunérer et dégager un peu de résultats, de la trésor pour financer votre développement, écrire un peu votre avenir sereinement. Autre point, prospectez et faites-vous connaître. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique, le marché de la publicité et c'est vraiment démocratisé. Comme on dit, il ne suffit pas d'avoir un savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Il y a différentes manières de le faire savoir. Il y a les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, vous avez LinkedIn, c'est un peu plus pour les cadres, mais il y a aussi Instagram, il y a aussi TikTok. Aujourd'hui, ce sont des réseaux qui sont très très actifs. Vous avez les sites internet, les chaînes YouTube. Si vous voulez avoir un référencement intéressant, il faut faire appel à du Google Ads et n'hésitez pas surtout à demander à vos clients de la recommandation avec des avis Google. Comme vous savez, aujourd'hui, les avis Google sont la première vitrine de votre entreprise sur Internet. Comme on le sait tous, aujourd'hui, on ne peut pas supprimer un avis négatif sur les avis Google. D'où l'importance d'avoir des avis positifs, d'avoir de la recommandation. Ça permet certainement de rassurer le client et de faire appel à vous. Et il y a aussi, bien évidemment, la publicité traditionnelle, les supports publicitaires traditionnels et les médias comme la radio, la télé, ainsi que d'autres. Donc, travailler à faire grossir votre chiffre d'affaires, forcément, ça passe par plus de clients. Donc, en avoir plus
vendre un peu plus cher, améliorer le produit et puis susciter de l'intérêt et encore et encore. Mais sans se brûler les ailes, c'est important aussi de maîtriser votre démarrage et votre lancement et de travailler, d'optimiser votre trésorerie. La constitution de votre trésorerie, comme on l'a dit précédemment, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. D'où l'importance d'avoir une bonne gestion de la trésorerie. Parfois, il y a des besoins de trésorerie, ce qu'on appelle les besoins de fonds de roulement. Qu'est-ce que le besoin de trésorerie? Le besoin de trésorerie, c'est très simple. C'est-à-dire que parfois, les clients vous payent très tard, ou sinon, les fournisseurs vous accordent des délais qui sont très réduits. Troisième point, la baisse d'activité qui peut engendrer des problèmes au niveau de la trésorerie. Et le quatrième point, c'est celui de l'investissement. C'est-à-dire que parfois, les investissements vous demandent des financements et aussi de la trésorerie. Donc, il faut éviter surtout de naviguer à vue, notamment au démarrage. Donc, si nous devons retenir que 5 conseils, établissez-vous un prévisionnel de trésorerie très simple, pas très complexe, sur un fichier Excel ou sur un Google Sheet ou sur une solution que vous pouvez trouver sur Internet, un logiciel, ce qui vous permet un peu d'avoir un suivi sur les 6 premiers mois, sur les 12 premiers mois, chiffre d'affaires, marge brute, seuil de rentabilité, et puis le résultat final, et puis la trésorerie aussi. C'est extrêmement important parce que le cash est roi. Favorisez le paiement immédiat de vos clients parce qu'il vaut mieux avoir 95 € tout de suite que 100 ou 110 € dans 45 ou 60 jours. Peut-être votre entreprise ne sera plus là. Donc, mettre en place des outils très simples, logiciels de facturation, des paiements en carte bleue, des prélèvements dans l'idéal. Donc, il faut tout faire pour que le client puisse payer soit la totalité ou mettre des acomptes, etc. Donc, c'est extrêmement important à prévoir. Avoir une collaboration saine et poussée avec vos partenaires, que ce soit avec votre banque, qui peut vous accompagner à la création ou un peu plus tard, avec votre expert comptable, avec vos partenaires. Donc, c'est extrêmement important de structurer un peu votre démarrage et votre développement. Pour conclure cette masterclass, je pense que nous avons donné quelques conseils que le porteur du projet ou créateur d'entreprise qui peut éviter au lancement. Je pense définir une offre claire, constituer une trésorerie et identifier les concurrents avec une base client. Je dois juste un point qui est très important et pour les principales raisons de l'échec des entreprises qui ne dépassent pas le cap de 3 à 5 ans, problème de trésorerie. Deuxième point, activité non rentable ou pas adéquate avec le marché. Et le troisième point, croissance mal gérée. La prudence est de mise au démarrage de votre activité et pour le lancement pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Mais la principale qualité d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise reste l'audace. Donc, je vous invite à oser, à vous lancer, à débuter votre activité en maîtrisant un peu le lancement de votre activité, prendre les précautions qu'il faut, mais n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est tellement passionnant, c'est un nouveau monde, des nouveaux horizons que vous allez vous ouvrir pour l'avenir. Nous avons commencé avec une citation de l'écrivain français Jules Renard. Nous allons conclure cette masterclass avec une citation de Victor Hugo. La persévérance est le secret de tous les triomphes. Merci pour votre écoute et à très bientôt chez Value Conseil. Merci à tous.